Tu connais un peu la thématique de Crash en Velin ? J'ai eu l'occasion, effectivement, d'abord bonjour aux auditeurs, aux auditrices, effectivement, via quelques élus que je suis sur vos ondes et puis des personnalités aussi que j'ai pu voir dernièrement. On dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Alors aujourd'hui, on va parler, la thématique, ça va être plutôt les interdits, parce qu'il y a beaucoup d'interdictions en ce moment. Mais d'abord, on va parler un petit peu de toi, parce qu'on va apprendre à te connaître. Même si moi, je sais beaucoup de choses, plein de gens aimeraient savoir tout ce que tu fais et d'où tu viens, alors tes origines. Alors moi, je suis d'origine malienne, oui. Donc de la région de Caille. Oui. Donc, pour celles qui connaissent le Mali. Big up. Voilà. Et donc, je suis née à Vincennes et en militante 94 dans le département du Val-de-Marne. Et donc élue depuis 2008 oui. Avec Jean-François Bourguet, maintenant avec Jean-Philippe Vautret, et présidente aussi de l'association de la coordination des élus français d'origine malienne qui est composée à peu près d'une quarantaine d'élus en France. D'accord, et plein d'associations aussi. Et plein d'associations. À peu près 54. Non, quand même pas. Un petit peu moins. Un peu moins. Beaucoup d'associations. Voilà, j'ai créé pas mal d'associations. Tu fais partie de beaucoup de choses, tu t'es investi pour la diversité, tu es sur tous les terrains de front, on peut dire une femme de front. On peut dire ça ? Merci. Alors, on peut redébuter un petit peu. Comment s'est passé ? Est-ce que tu as eu une vie... c'était comment ton environnement familial à Vincennes ? Parce que Vincennes... Ah oui, Vincennes... un petit peu. Alors, mon parcours, c'est... Mon papa travaillait dans une usine qui s'appelait Kodak à l'époque, qui a été fermée pour des raisons sanitaires. Oui. Et donc, il s'est retrouvé sans emploi et au chômage. Et donc, j'avais 1 an et le maire de l'époque, il s'est vraiment battu pour cette usine. C'était Bayert, monsieur Louis Bayert, paix à son âme, qui est décédé. Et donc, il a proposé à mon père, quand ils ont licencié l'ensemble des salariés, ils ont proposé à mon père donc un travail à la mairie de Fontenay. D'accord. Ils se connaissaient personnellement ou pas du tout ? Non, ils se connaissaient pas. Ils sont venus, c'était un élu, c'était un maire de la ville d'à côté, parce que Fontenay et Vincennes, ça se touche. Et donc, ils ont eu vraiment l'esprit de solidarité à ce moment-là et de proposer en tout cas quelques familles de leur proposer du travail. Et donc mon père a travaillé à Fontenay et ensuite il a eu son appartement à Fontenay et donc on a quitté Vincennes. Et à Vincennes, vous viviez dans quoi ? On vivait juste à côté de la mairie, la rue de Fontenay. D'accord. Donc c'était un grand appartement ? C'était un 9-2. Donc comme j'étais toute seule, mes frères et sœurs n'étaient pas encore nés. Comme je suis l'aînée de 14 frères et sœurs. Wow. Et donc, ils n'ont pas chômé. Non, pas chômé. Ça fait une équipe de foot avec des remplaçants et des alliés. Des alliés, et puis même les coachs. Donc, et donc à Fontenay, mes parents ont eu un F3 et ensuite mon père s'est installé tranquillement dans la vie locale. Et il a beaucoup milité avec le Parti communiste, comme le maire de l'époque était un communiste, donc c'était sa première aventure dans la politique. Et donc, c'est ce qui t'a donné l'envie, toi, de toucher à la politique ? Non, au début non, parce que moi j'allais militer avec lui, parce que tous les dimanches il allait au point fixe, comme vous le savez depuis 50 ans, même plus. Les communistes sont très très organisés dans notre pays. Il y a toujours des points fixes et je me rappelle de l'époque, j'étais petite, mais il y avait le journal de l'UMA, je ne sais pas si vous connaissez. Pas trop, voilà. Mais tu vas nous en parler. Et un journal militant. Et donc, dans ce journal-là, tous les dimanches, il y avait PIF. Un supplément. Ça me parle, ça. Et du coup ? Et donc, du coup, tous les dimanches, j'allais avec mon père pour aller voir ce qu'il y avait curieuse. dans le journal du dimanche, et je récupérais les jouets parce qu'il y avait des jeux pour les enfants, c'était super intéressant. Ah, c'était ça la carotte. Ouais, la carotte, c'était le pif. Et ensuite, j'ai grandi avec ça depuis l'âge de 8 ans. Et depuis l'âge de 8 ans, je sais que mon père, tous les dimanches matins, il était sur le terrain. Au taquet. C'était comment à l'école ? Alors à l'école, j'étais très très, on va dire brillante en primaire et jusqu'au collège, parce que j'étais quand même dans des classes, on va dire bonnes, assez bonnes. Et je me suis engagée dès la primaire comme déléguée de classe. Donc déjà les responsabilités, c'était ton truc. On m'a proposé mes camarades de classe. Dès la primaire. Dès le CM2, je m'en rappelle. Parce que je savais même pas qu'il y avait déjà des délégués. Si, moi, j'ai des souvenirs qu'au collège
à partir du collège. Mais dès la primaire et même maintenant dès la maternelle. Hein. Ouais, j'ai un exemple. La folie. Quand la crèche. Peut-être la crèche. Mais en tout cas, dès mon plus jeune âge, effectivement, j'étais déjà dans les rails de l'engagement parce qu'on m'a déjà fait confiance avec mes camarades de classe en CM2 et puis après en 6e, pareil, délégué de classe. Et ça t'a plu? Oui, en fait, j'aimais bien défendre les injustices, les camarades de classe et ce que j'aimais bien, c'est que mes camarades de l'époque, jusqu'à maintenant, me font confiance et à chaque fois, c'est eux qui me poussaient. T'es resté en contact? Oui, c'est vrai que t'es resté en contact. En contact, et puis je milite avec certaines et certains jusqu'à maintenant. C'est plutôt pas mal. Et sinon, à part ça, à part la politique, tu visais la politique ou tu te voyais faire autre chose, tes études? Ah non, mais moi je me voyais pas du tout. T'es coquette, je sais pas, t'étais pas intéressée par autre chose? Alors c'est vrai que la politique, moi j'étais pas du tout intéressée par ce monde-là parce que j'étais un peu une réac de la société à l'époque de mon adolescence et donc j'allais beaucoup au conseil de quartier pour traduire en fait la parole de mon père comme il avait du mal à s'exprimer en français et il parle le malien et donc dès l'âge de 14 ans en fait j'étais sa traductrice dans les conseils de quartier et en fait je disais ce que je pensais aussi au passage quand je pouvais. Je profitais de passer. Tu traduisais mais tu mettais ta touche en plus. Deux fois je me permettais et ça ensuite, me rappelle quelqu'un ça. Et ensuite j'ai pris goût à mon père, il n'allait plus au conseil de quartier donc il me disait ce resté. Mais toi, mis à part ça, tu te voyais faire autre chose? Moi en fait j'ai fait une filière sciences médico-sociales dans le milieu hospitalier donc je suis une ancienne fonctionnaire des hôpitaux de Paris. Toujours au service des autres. Voilà, donc au service comme on dit de la population, du peuple et ensuite je me suis mis en dispo pour pouvoir en fait lancer ma marque de vêtements qui s'appelle Niasso Création. Je me suis NS Création et en fait il y a 10 ans on n'était pas beaucoup à promouvoir en fait les matières de nos pays d'origine parce que l'idée c'était de promouvoir le coton africain. Oui. T'as été une précurseuse en fait. Voilà, il y a 10 ans, il n'était pas beaucoup de créateurs qui lançaient on va dire la mode éthique. C'est à la mode, ça revient que maintenant. Il y a on peut dire 2 ans. 5 ans. En France, ça a été un peu plus tard. Plus tard en France. Sinon les États-Unis, en Angleterre, il y avait déjà l'ouverture en tout cas sur ce type de création solidaire. Et donc ensuite à Fontenay, quand j'ai lancé ma marque de vêtements, j'ai lancé ma marque parce que j'ai réussi un concours qui s'appelait le Gala de la diversité. Et donc il y avait. Tu t'es inscrite au concours? On m'a proposé de m'inscrire. Explique-nous parce que pour les jeunes ça peut être intéressant. Oui, on m'a proposé de m'inscrire il y a quelques années à un concours et c'est un concours qui faisait la promotion des jeunes talents dans les banlieues et entre autres il y avait à l'époque Mohamed Dia qui était sélectionné. Il n'avait pas, je me rappelle de lui qui a été sélectionné donc je me suis dit je vais jamais réussir face à Mohamed Dia un concours mais on m'a quand même donné l'opportunité et ensuite j'ai eu des financements pour pouvoir acheter des belles lunettes. Non, peut-être pas des belles lunettes là parce que c'est largement 10 ans après mes belles lunettes mais j'ai pu en fait financer ma création, mon premier défilé et ensuite avec l'argent que j'ai gagné aussi dans les ventes j'ai créé aussi une association, j'avais envie de redistribuer cet argent autrement et j'ai créé une association sans passer par les pouvoirs publics en subvention et j'ai financé pas mal d'actions de former des femmes à Fontenay à la couture. C'est ce qui explique tes nombreuses associations. On pourrait se dire, parce que je vais en parler aussi un peu, parce qu'il y a deux manières de te voir. Donc, ce qui explique tes nombreuses associations continuent. Alors, c'est vrai qu'avec cette association qui s'appelle Niasso Event, on a fédéré pas mal de femmes de différentes horizons et je voudrais vraiment saluer ces femmes-là parce que c'est des femmes exceptionnelles qui m'ont donné envie pendant 10 ans de continuer, de les former. Et ces femmes-là ont créé leur propre activité économique aujourd'hui pour certaines, indépendantes, où je m'appuie d'ailleurs, j'ai plus le temps avec la politique, mais je m'appuie sur elles. Ça y est, elles se sont envolées quoi. Elles se sont envolées et elles m'aident à fournir et c'était quel type de femmes? C'est intéressant aussi. Quel type? Des femmes au foyer, des femmes? Explique-nous un peu. Alors, on avait tout type de femmes de différents horizons, des femmes à la retraite, des femmes avec un parcours social très difficile
difficiles, des femmes avec des problèmes de santé qui suivaient à l'époque chimio, des femmes victimes de violences. Et j'ai trouvé que cette mixité entre des femmes d'horizons différentes et de parcours, et puis on avait des cadres aussi qui étaient intéressés par C'est pour ça que je parle de ça. Parce qu'il y avait tout, des femmes de différents horizons, différentes origines. Ça peut aller de la Bretagne à la Picardie, de Strasbourg à Toulouse. Et d'ailleurs, en parlant de Toulouse, notre marraine de l'association que je salue parce que c'est la femme de Richard Kolinka, voilà, que je salue au passage, fontenaisienne, le batteur du groupe Téléphone, qui nous a beaucoup soutenu, et même Richard, d'ailleurs, que je salue énormément. Ils nous ont financé aussi, soutenu en termes d'accompagnement, en termes de réseau aussi au-delà de Fontenay. C'est important le réseau. Voilà. C'est vrai que le soutien pour ce genre de cause, ça aide à aboutir. Tout à fait. C'est très difficile parce que toi, tu nous le dis avec une manière si simple et si jolie, mais c'est un parcours tellement atypique et tellement compliqué que si on n'a pas des gens qui sont un peu comme toi, qui débrouillardes au fond, parce que c'est débrouillard aussi. Oui, c'est vrai que. Et puis c'est aussi l'ADN qu'on a à Fontenay. Ouais, un petit peu. Parce que quand on vient de Fontenay, on est des combattants et des combattantes. Et donc c'est vrai que. C'est pas Coro qui va te contredire. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a une espèce de solidarité féminine? Oui, à Fontenay, c'est la solidarité féminine. Je peux vous dire que elle est exceptionnelle. Quand une femme ou même un citoyen est en difficulté, je peux vous dire que mon parcours, moi, ça a été un exemple aussi pour beaucoup de gens à Fontenay. Quand on vient de familles modestes, moi je vous le dis, mes parents ils ont fait le Resto du Cœur. Oui. J'ai fait la queue pour eux au restaurant du Cœur avec d'autres. Et ça c'est quelque chose de dur à vivre. De dur à vivre. Et en fait, Fontenay, ça donne une chance aux habitants, aux habitantes qui veulent s'en sortir. Et ça, je pourrais jamais l'oublier, quoi. C'est une histoire de volonté. C'est-à-dire qu'à Fontenay, dans cette commune, comme dans d'autres, Montreuil aussi. Montreuil aussi, à Champigny. Il y en a pas mal. Cette espèce de solidarité qui aide les gens vraiment, qui ont le désir, parce qu'il faut avoir la volonté, le désir de s'en sortir, d'y arriver. Il y a un soutien. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que le soutien, il est beaucoup aussi. Moi, je peux le dire que moi, j'ai de la chance. Je sais pas si j'aurais grandi à Vincennes, j'aurais eu cette opportunité. Moi, je vous le dis de façon. Tu craches. Voilà. On est là pour ça. Sur une ville de, je le dis, sur une ville de droite, je sais pas si mon émancipation aurait été. Je précise que t'es né à Vincennes. À Vincennes, moi, j'ai encore ma marraine, j'ai encore des attaches à Vincennes, j'ai encore la famille, même des anciennes amies d'enfance. Mais c'est vrai qu'à Fontenay, les politiques publiques que portent certaines villes, on ressent cette émancipation humaine. Et c'est comme on disait, c'est donner la chance à un citoyen ou à une citoyenne, peu importe son parcours. Et je peux vous dire que dans certaines villes comme Fontenay et Champigny, parce que Champigny, je le dis, c'est là où j'ai fait ma scolarité au lycée Louis Michel, qui était quand même l'un des lycées les plus brillants pour tous ceux qui voulaient faire une filière sciences médico-sociales. Et je pense que c'est grâce aussi aux politiques publiques dans les villes qui permettent à la jeunesse de s'émanciper, à la jeunesse de trouver du travail, à la jeunesse d'avoir des études à tout niveau. Et je trouve que Fontenay, c'est un exemple parce qu'on a des gens qui ont un parcours à la Sorbonne, à l'ESSEC. On voit qu'il y a vraiment de tout. Il y a beaucoup de réussites sur lesquelles on peut Est-ce que c'est pour ça que tu as rejoint cette équipe justement de Jean-Philippe Cotret à Fontenay-sous-Bois? Parle-nous-en, dis-nous pourquoi tu les as rejoints. On sait que tu viens de Vincennes, tu aurais pu avoir d'autres idées, tu nous en as dit un petit peu, mais développe un peu plus. Alors pourquoi j'ai rejoint moi cette équipe depuis voguer à Jean-Philippe Cotret? Parce que ça fait partie de mon ADN, quoi. Ça fait partie de mon histoire. Je dois rien à personne, mais moi j'aime ma ville. Et tu vois la femme des terres. Non, mais elle a tout dit. Je dois rien à personne, mais j'aime ma ville et j'aime les politiques publiques qui sont à Fontenay. Et c'est vrai que je suis une battante et moi j'ai envie que ça perdure en fait. Et je pense que tout le reste, toute l'offre qui est à Fontenay, moi je les connais pas les politiques qui est à Fontenay. Les seuls que je connais, c'est les gens avec qui j'ai grandi, ceux qui ont été là pour nous depuis notre enfance, ceux qui ont soutenu nos parents. Et une certaine confiance. Confiance et puis une fidélité, je pense. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance, quand on est dans la politique, à aller au plus offrant et sans valeur. Et moi, je pense que c'est aussi de mon éducation, moi, mes parents et la ville, ce que m'ont apporté.
c'est une question de valeur et de conviction. C'est pas une question un coup le PS ne marche pas, je vais en marche, et un coup en marche ne marche pas, je vais ailleurs. Tu es très droit dans tes baskets. Ouais, moi je suis une femme de gauche, je le dis, il n'y a pas de nini. Il n'y a pas de parcours. Il n'y a pas de nini. Voilà, parce qu'on m'a dit qu'en ce moment c'est la mode, il n'y a pas de gauche, de droite. Moi je vous dis, je suis une femme de gauche. Et bien ancrée. Exactement. Alors il y a eu plusieurs délégations, parce que c'est pour ça que je te parlais des associations tout à l'heure, maliennes qui sont venues, même à Fontenay-sous-Bois. Il y a eu plusieurs échos. Alors il y a deux avis, bien entendu. Il y a des gens qui disent que tu te disperses un petit peu trop. Pourquoi es-tu vraiment à fond sur la France alors que ça n'a rien à voir? Parle-nous-en. Oui. C'est important d'en parler. C'est vrai que souvent... Parce que je l'ai entendu. Oui. Et c'est pour ça qu'on a la chance, on a l'occasion de mettre le débat sur la table. Parlons ouvertement et disons que rien n'empêche qu'on puisse être sur les deux. Bah oui, parce que comme moi je le dis souvent, c'est les gens qui disent qu'on se disperse, mais c'est que c'est des gens qui sont déconnectés de la vie. Hein. Parce que comment on peut dire à un enfant, comment on peut dire à un enfant qui a une double culture de choisir entre sa mère et son père? Moi, ma mère, c'est la France. Et mon père, c'est le Mali. Hein. Donc, moi, je suis entre les deux. Et ce que je peux faire pour mon pays natal, je le ferai. Et ce que je peux faire pour mon pays d'origine, je le ferai. Et je pense qu'il n'y a pas de trop. La population malienne a besoin de nous parce qu'on a de l'expérience, on a de l'expertise. Il y a des choses à apporter. Il y a des choses à apporter. Puis on a beaucoup à apprendre aussi du Mali. Parce que moi, j'apprends beaucoup de mon pays d'origine aussi en termes de démocratie, en termes de militantisme, en termes d'humanité, de solidarité. Et en France, c'est la même chose. Donc, je pense que au contraire, c'est une chance pour la République d'avoir des gens comme nous ayant une double culture, parce que la double culture, c'est pas un handicap. Et je le dis, c'est une richesse. Exactement. Ouais. Et ça te permet, toi, tu es sur le terrain, tu as cette connaissance que tu peux apporter, tu peux les aiguiller, et eux aussi peuvent t'aiguiller. Et je comprends pas devoir faire ce partage, comme tu dis, c'est un père et une mère. Oui. Et même durant un divorce, on voit quand même son père est bien souvent avec la mère. Oui. Donc ça n'a rien à voir. Parce que je l'ai beaucoup entendu, c'est une étiquette qu'on te colle un petit peu. Et tu travailles aussi beaucoup avec Assia. Oui. Denziane, on l'embrasse. C'était notre Benjamin dans l'ancienne équipe. Voilà, deuxième invité. La deuxième invitée de Crash ton venin. Ce qu'elle m'a dit, elle faisait partie des premières à être sur vos plateaux. Et je trouve qu'elle fait un travail vraiment... elle a commencé très très jeune, Assia. Et je trouve aussi que c'est un autre exemple aussi en tant que de femme forte, engagée, avec des convictions sur son combat, sur les questions des droits des femmes. Et je trouve qu'elle était la plus jeune de l'équipe municipale en 2008. Et je peux vous dire, c'est un sacré parcours. Et beaucoup de jeunes prennent aussi Assia comme exemple. Et même nous, enfin, des femmes comme nous, je trouve que dans une société où on est en manque de repères, je peux vous dire que ça apporte aussi à d'autres femmes et à d'autres citoyens et citoyennes qui s'engagent dans la vie politique ou ailleurs. Par exemple, qu'est-ce que Assia a pu apporter de plus? Assia, elle a apporté sur notre ville, elle a renforcé effectivement le travail qui existait sur la ville, mais je trouve que elle rayonne maintenant au niveau national. Oui. Donc c'est une fierté pour Fontenay d'avoir une collègue élue à l'étranger, et puis elle est elle a été elle a une belle promotion, et je trouve que c'est valorisant c'est mérité, et c'est aussi valorisant pour son parcours, parce qu'elle a aussi eu un parcours formidable, née en Algérie, issue de l'immigration. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y a le côté on dit Afrique, il y a le côté Maghreb. C'est la double culture aussi. Exactement. Et c'est pas un handicap. Moi, je trouve que c'est au contraire d'avoir des enfants, des jeunes de la République avec cette richesse. Je pense qu'il faut en profiter. On se trouve dans une France divisée. Et c'est pour ça que même en politique, ces sujets-là, même si quelqu'un apprécie, il dit oui, mais bon, elle fait quand même ça pour son pays, elle fait quand même si... Et alors c'est pour ça qu'on est là pour réconcilier, c'est pour ça que je développe par rapport à ça. Oui, surtout au Mali, parce que la crise malienne aujourd'hui, vous savez, on a au Mali un débat, un côté anti-français. Il y a eu un côté anti-français. Anti-blanc, etc. Et moi, personnellement, les liens de fraternité qu'il y a entre la France et le Mali, entre la France et le Mali, c'est historique. C'est la fraternité, c'est de la solidarité, c'est vraiment un
un partage historique et sur lequel je pense qu'on doit faire attention. Aujourd'hui, le Mali est dans une situation, on sait bien que l'armée malienne aujourd'hui est en difficulté et on sait que l'État malien aujourd'hui a besoin des uns et des autres. C'est pas pour faire, on dit oui, ça fait esprit colon, etc., de venir intervenir. Oui, il y a beaucoup de gens mais la réalité, je pense que c'est par rapport aux ressources, on va le dire, le plan Barkhane, là où ils ont installé à Kidal, où ils ont voulu mettre leur aéroport et tout ce qui s'ensuit, ça a activé beaucoup de non-dits. De non-dits, effectivement. Nous, on a fait une conférence là dernièrement à Bamako sur le forum des collectivités sur la paix. On est parti avec une délégation de parlementaires, d'élus, et aussi on a travaillé aussi avec les élus au Mali pour casser les fausses rumeurs, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, je pense qu'on ternit le débat démocratique, politique, pour laisser à des fausses rumeurs, et je pense qu'il faut faire très attention. Aujourd'hui, on sait que à Kidal, on est quand même face à des terroristes, c'est pas n'importe qui, ils se sont implantés à Kidal. Aujourd'hui, même si on dit il y a des ressources, c'est vrai, il y a des ressources dans le Nord. C'est un endroit où il y a c'est prisé, il y a des ressources. Et du coup, c'est ce qui a fait peur aux gens, parce que en fait, c'était la désinformation. Ils n'ont pas informé les gens. Il faut dire qu'il y a eu un manque d'information et qu'ils n'ont pas considéré la population malienne. Et ça, par contre, c'est peut-être un tort aussi. La communication est très importante, surtout quand on arrive à l'étranger. On peut pas. C'est pour ça qu'il y a cette vue de colon, parce qu'on a l'impression, tiens, ils viennent. On voit qu'il y a des choses qui se construisent. Ça va très vite. Ça faisait longtemps que deuxième aéroport, d'un seul coup, boum, 8,6 millions. C'est énorme. Mais moi, c'est vrai que par rapport à cette situation, je pense que l'administration malienne doit être sur tout le territoire du Mali, sans exception. C'est-à-dire que c'est pas que Bamako, mais voilà, il faut que si on veut rétablir vraiment ces fausses rumeurs déjà, et je pense que l'État malien est dans ce sens-là aujourd'hui, et même la France aujourd'hui, le partenaire proche du Mali, est dans cet accompagnement-là. Mais moi je le dis aujourd'hui, si tout le monde s'en va, toutes les troupes de forces étrangères s'en vont, est-ce que le Mali c'est la question que pourrait s'en sortir? C'est ce que j'allais te poser. Voilà. Est-ce qu'on est assez capable aujourd'hui? Est-ce que le Mali, déjà avec les moyens que l'armée malienne a, je peux vous dire que si les terroristes, ils ont des armes sophistiquées, je ne sais pas si encore notre armée ont les dernières armes. Donc c'est comment on arrive à lier. Quand tu parles d'armes, déjà, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est comment ces terroristes sont munis de telles armes. Donc ils voient un peu l'Europe, parce qu'ils se disent que ça vient forcément d'Europe. Et c'est ce qui fait qu'il y a des rumeurs. Ils voient des motos, elles sont toutes neuves, ils voient des armes. Ça sort d'où tout ça? Est-ce que tu as une idée? Alors mon opinion, c'est vraiment que que la justice fasse son travail. Chacun a son rôle. Moi, je demande qu'il y ait un éclairage sur ce qui se passe. Donc pour l'instant, tu sais pas. En fait, c'est chacun son rôle. Non, je pense que chacun a son rôle dans le sens où il y a des enquêtes en cours. Voilà, d'accord. Moi, je suis pas enquêtrice. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, nous, on demande des réponses. On a posé des questions, on demande des réponses aux professionnels, aux enquêteurs, etc., de nous donner les éléments. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a demandé aussi à l'Assemblée. On a fait un rassemblement devant l'Assemblée en France avec la communauté malienne, les Amis du Mali, parce qu'il n'y a pas que les Maliens qui se mobilisent sur la crise malienne. On a aussi beaucoup de gens qui aiment le Mali, qui aiment la paix, qui connaissent pas le Mali, mais qui veulent aller sur les questions de la paix. On a aussi beaucoup de coups de gueule, comme de grands chanteurs comme Salif Keita, qui eux, par contre, cataloguent ouvertement la France en disant que ces armes viennent bien de quelque part et qu'il faut arrêter à un moment donné le foutage de gueule. Bien sûr, l'Europe est responsable pour certaines personnalités comme ça. L'Europe est responsable et ils le disent ouvertement. Et ce qui fait peur aussi, c'est que ces artistes se voient toutes leurs associations gelées, leurs concerts annulés. Alors ça effraie les gens parce qu'on se dit si c'était pas vrai, pourquoi à l'inverse on réagit comme ça? Pourquoi on gèle tout? Pourquoi on le boycotte? Pourquoi ces contrats avec la chaîne de l'espoir, tout est résilié? C'est dû à quoi? Et c'est ce qui effraie les gens. C'est la communication. Il y a un manque de communication, ce qui donne l'esprit colonialiste. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est ce manque de communication, nous on l'a vu au forum qu'on a porté à Bamako il y a un mois. Effectivement, je pense qu'aussi c'est le rôle des médias.
Hein, on a des médias, voilà, il y a des médias qui donnent des fausses informations. Moi, depuis pas mal de temps, je regarde plus la télé parce que franchement, c'est anxiogène pour toi aussi. ça me désespère et je préfère venir à votre radio dans le réel, hein, qu'on échange de façon, Même si ça en devient anxiogène pour moi de vous écouter. mais c'est vrai que c'est important de communiquer, et nous, ce qu'on a fait dans le cadre du forum à Bamako, c'était de donner les bonnes informations aux fausses rumeurs. Donc d'ailleurs, j'invite les uns et les autres de voir ce forum parce que je pense que ça éclaire pas mal de gens. Et on a fait aussi le 12 juillet dernier à l'Assemblée nationale, 7 ans après l'intervention Serval. Et là aussi, je pense que c'est important aussi d'aller sur les réseaux sociaux, sur Google, et de voir ce qui a été dit, parce que je pense que ça donne aussi des bonnes informations au rôle de la France aussi au Mali. Et en plus, c'est pas les Français qui le disent, c'est certains Maliens quand même qui sont sur le terrain. Qui l'ont dit après avoir entendu. Qui ont donné des informations sur des fausses rumeurs sur Kidal. Est-ce que c'est des gens qui disent, les gens qui disent ça, c'est les gens qui sont au gouvernement ou c'est les gens de la population? Les gens de la population. On a aussi des gens, des élus locaux qui sont sur le terrain quand même, des associations. Et donc, et puis il y a vraiment aussi une campagne de propagande autour de tout ça. Donc moi je pense qu'il faut apaiser les esprits, parce que je pense que l'ennemi, pour moi, c'est pas la France. Justement, crash. L'ennemi, pour moi, c'est les terroristes. Oui. Hein, je pense que des fois, on se perd sur notre cible. Et je le dis souvent. Est-ce que c'est pas dû à certains politiques? Moi, je sais qu'au mois de juin dernier, je me suis rendue à Bamako. Donc, j'ai assisté à un débat politique, une conférence, où on avait quand même une ministre qui utilisait certains mots, mais qui disait quand même qu'on n'était pas encore sûr que c'était... ce que tu disais, hein, on n'était pas sûr de ça. On n'était pas sûr. Ils les ont pas pris en flagrant délit. Tu vois, ce que ça, c'est des on-dit. Ils sont pas sûrs que ça soit des terroristes. Et ça a donné un flou, même dans la salle. Hein. Moi, j'ai été présente et je me suis dit, donc, quelque part, on analyse. On se dit, attends, si cette personne-là nous dit qu'on n'est pas sûr, alors qu'on entend partout que c'est des terroristes, et on nous dit ouvertement que non, nous ne sommes sûrs de rien, pour l'instant rien n'est prouvé, il faut se mettre à la place de la population. Alors après, c'est vrai, sur ces questions-là, moi je peux vous dire que le dernier coup là qu'ils ont fait à Caille, à Diema plutôt, au poste de contrôle, je sais pas si c'était des fausses rumeurs ou si c'était des faux. En tout cas, il y a eu des morts. Oui, il y a eu des morts. Hein, ça, il faut pas l'oublier. Et ce qui s'est passé au Gossagou, je peux vous dire que c'est la même chose. C'est vrai que il y a dans ce conflit des missiles qui s'infiltrent entre les Degons et les Peuls, où on a des gens, des mercenaires qui parlent pas forcément le malien et qui parlent l'anglais. Il y a des infiltrés. Voilà, il y a des infiltrés. Et puis, vous savez, quand on est dans un pays de guerre, il y a la pauvreté. Les gens profitent. Hein, il suffit qu'on donne un petit billet de CFA à quelques gens de la population pour être, pour donner des informations, etc. Et je pense que ça, c'est un devoir aussi en interne dans la population. Comment on arrive à éviter cela? De prendre de l'argent parce qu'on est informateur, etc. C'est par rapport à ses propres valeurs finalement. Voilà, donc moi je pense que c'est une question aussi d'éducation, tout passe par dans ce conflit, il y a beaucoup de choses et entre Maliens, je pense qu'on s'est fait beaucoup de mal aussi dans ce conflit, parce qu'au début on ciblait les choses sur les questions politiques, on allait sur les accords, etc. Et aujourd'hui l'ennemi est en train de rentrer dans la maison. Donc c'est à dire que c'est comme dans un couple ou dans une famille. Là, ça m'intéresse. Quand il y a un conflit à la maison et qu'il y a un conflit à l'extérieur qui est plus grave, moi je préfère laisser le conflit à la maison et m'attaquer à celui-là qui est à l'extérieur, qui peut rentrer dans ma maison et tout casser et tout détruire. Tout détruire, c'est-à-dire détruire l'avenir, détruire l'égalité, l'émancipation, parce que là on est face quand même à des gens qui impliquent la charia. Oui, donc tu voudrais dire qu'il faut mieux privilégier l'unité. L'unité et être derrière, moi je pense derrière un État fragile. Moi je suis pas pour un tel ou un tel ou un tel. Personnellement, voilà. Et tu es pour le maintien de la France Moi je suis pour... D'ailleurs, d'abord pour une enquête.
Moi je suis pour effectivement de continuer l'enquête et à donner les éléments à la population. Là c'est bien parce que vous, le fait d'avoir été sur le terrain et d'avoir, c'est vrai, c'est important. C'est grâce en quelque sorte à vous qu'il y a ce genre d'enquête. Oui. Et pour la population c'est très important. Oui, parce que nous on a eu les témoignages dans les centres de réfugiés et je peux vous dire que leur parole elle est importante aussi. Bien sûr. Donc ils le vivent. ils ont vécu, ils ont vu des choses et je pense qu'aujourd'hui même eux, moi j'ai parlé avec des gens victimes de ces barbares, ils veulent pas que la France parte parce que c'est leur sécurité. Vous savez, demain si la France elle part du Mali, si les conditions ne sont pas réunies, je pense qu'on perd le Mali. Alors est-ce qu'on laisse le Mali aux terroristes ? Ou est-ce qu'on laisse un Mali démocratique avec des élus et une administration sur tout le territoire où on laisse le pays avec des gens qui sont armés? Aujourd'hui, on est sur ce positionnement-là. Alors comment on fait ensemble ? Comment on fait pour travailler avec nos partenaires ? Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec toi, mais qui disent aussi que justement, tu sais, dans une guerre, il y a des infiltrés, que chacun voit son profit, que chacun voit midi à sa porte, et que donc la France profiterait, par exemple, de ce problème justement à pas savoir différencier les uns et les autres, pour pouvoir en même temps profiter, prendre certaines richesses ou s'accaparer le mérite d'avoir défendu l'Afrique, et donc demander à avoir, par exemple, plus de ci ou plus de ça au niveau des ressources naturelles. Donc, toi, t'en penses quoi ? Moi, je trouve que à la fois il faut des politiques publiques gouvernementales solides pour éviter ça. Aujourd'hui, si on n'a pas, si l'école ne fonctionne pas parce que les enseignants au Mali, il y a la grève des enseignants depuis je sais pas combien de mois. Donc je sais pas comment vous voulez. L'éducation, c'est primordial au Mali. Donc on a vraiment des situations dans certains pans de l'organisation du pays sur lequel il faut qu'on avance pour permettre en tout cas que le pays s'en sorte, parce que tant qu'on n'a pas d'administration sur l'ensemble du territoire malien, c'est compliqué de pouvoir sortir de cette guerre. Tant qu'on n'a pas nos écoles, tout ce qui est question de santé, le développement économique, je pense que cela permettra aussi à beaucoup de familles de s'en sortir. Il y a des choses qui se font au Mali, il y a plein de sociétés, il y a plein de... Il y a un dynamisme. Il y a déjà, il y a un dynamisme, il y a des gens qui sont au pouvoir, qui ont des postes. Donc comment ça se fait que c'est aussi compliqué et que ça se passe comme ça ? Parce que comme tu disais, il y a une dynamique. Il y a une dynamique, mais il faut le dire. Moi, j'ai fait le débat. Il y a aussi les questions. Il y a aussi la corruption au Mali. Faut pas. À vous écouter parler depuis tout à l'heure en mots extérieurs, moi le mot qui trotte un peu dans ma tête, ça c'est magouille. Enfin, ça sent un peu la magouille, cette histoire des uns des autres, de la peur de l'un, le Mali avec les personnes infiltrées, la France, comme elle dit, de profiter pour en tirer des richesses, parce qu'au fond, on sait qu'il y a les richesses aujourd'hui au Mali, on sait qui on perd. Enfin, si on dit à la France, partez, les gens du monde, ils savent qu'il y a ces richesses-là, ils vont tous essayer de se jeter dessus. Donc dans ce cas-là, je peux comprendre aussi ton point de vue, mais c'est vrai que dans ce cas-là, moi je vois le mot magouille, genre les forts qui profitent des faibles pour c'est vrai, pour pomper, quoi. Il y a eu les Chinois par exemple qui apparaissent de partout. Il y a quelques temps en Afrique, il y a quelques années, il n'y avait pas tout ça, pour y avoir été souvent. C'est pareil avec les Russes. C'est pareil maintenant, il y a Trump qui c'est pas faux ce qu'il dit. Donc il y a de quoi faire peur, effrayer la population, parce que les gens réfléchissent. Il y a quand même des intellectuels au Mali. C'est vrai que moi sur ces questions-là, je pense que c'est à nous aussi en tant que citoyens de rassurer et d'agir surtout. Tu veux un masque d'agir surtout parce que l'avenir, moi je le vois à Fontenay, parce que pour se reconnecter sur Fontenay, on revient après, voilà. Mais sur ces questions-là, je pense qu'aussi les coopérations décentralisées avec les villes, ça aide. Ça aide. Pourquoi ça aide ? Parce que les échanges, le développement, partage d'expériences, le renforcement de capacité de l'administration malienne. Par exemple, nous à Fontenay, on a signé avec Monsieur le maire et la CEFOM, la coordination des élus français, on a signé avec le président de la région du Mali. Oui. L'idée, c'est on a signé un partenariat avec des objectifs bien précis pour c'est voir. Bien que tu parles de ça. Voilà, pour voir, pour aussi
aussi, parce qu'il y a la guerre, mais il y a aussi des propositions, il y a aussi le développement, il y a aussi la paix, il n'y a pas que les armes. Et ça, c'est les bons côtés. Et nous, c'est ce que nous, on propose dans ce désordre, on va dire. D'aider, de dépatouiller. Voilà, et de donner aussi des bonnes informations. Et ça, je pense que la coopération décentralisée, ça permet aussi de lever des leviers en termes démocratiques, en termes de paix, en termes d'éducation, en termes de projets d'économie sociale et solidaire, etc. Et ça évite aussi que la population se retrouve sans personne, quoi, sans institutions qui les accompagnent dans leur quotidien. Et si on ne les accompagne pas aujourd'hui avec ces dispositifs de coopération décentralisée du local à l'international, effectivement, il suffit qu'il y ait un terroriste qui passe avec un petit billet, puis c'est plus facile. Mais si on leur donne aussi, si on accompagne dans la vie des uns et des autres, que ce soit en France ou ici, leur proposer une autre alternative à ce qui existe, je peux vous dire que si chacun mettait une goutte de l'eau dans son vin, je pense qu'on irait un peu plus loin. Et moi, je voulais dire, ça rejoint un peu, on parle de Fontenay, mais on va le faire à l'inverse. Moi, je te disais, j'ai commencé l'émission avec ça. À Fontenay, sur toi, on dit que t'es un peu partout, t'es divisé finalement, t'es pas que d'un côté, t'es aussi pour les tiens, en quelque sorte. Mais c'est un peu ce qu'on retrouve en Afrique aussi. Quand on voit que des gens, des militaires arrivent, qu'ils sont tatoués, il y a une espèce de... Il y a un problème aussi au niveau de la culture. Tu vois, voilà, c'est la diversité. Chez nous, on a du mal à accepter l'autre. Et ici, à Fontenay aussi, c'est la même chose. Quand on voit qu'il y a le Mali qui arrive, on se dit, ah mais non, on est sur Fontenay, pourquoi, qu'est-ce que ça a à voir? Mais tout a à voir, tout est lié. Tout est lié. Et ça crache-le, dis-le. Tout est lié, autant pour là-bas, autant... Oui, mais on peut pas être déconnecté, parce que c'est facile, les politiques ou les gens qui disent ça, quand ils disent, on parle du Mali, mais ceux qui vont voter, là, il y a des gens qui sont nés en France, qui sont d'origine du Mali, du Maghreb, de Pierre-Paul Jacques. Moi, je pense que c'est diversité. C'est-à-dire que quand on voit les militaires arriver avec leurs tatouages, tu sais très bien que ça n'a rien à voir avec les coutumes du Mali. Après... quand on voit qu'il y en a pas mal qui glissent des petits billets aussi, qui débauchent, ça aussi, c'est le côté un peu occidental, on va pas se leurrer. Il y a des couples qui se créent, ils fréquentent des gens, on en entend parler. Ça aussi, ça ne plaît pas à la population. Mais est-ce que quand des hommes font 6 mois, est-ce que ça n'est pas normal? C'est exactement ce qui se passe aussi ici, à l'inverse. Mais de partout, de toute façon, vous savez, moi, l'histoire des tatouages, des militaires, etc., vous savez, la vraie vie, chacun peut-être au Mali, ça ne doit pas les tatouages, mais les Maliens se tatouent aussi, j'en ai vu. Et donc, je pense que c'est aussi la méconnaissance, la différence, elle fait peur, effectivement. Mais c'est vrai que je pense que quand on a le treillis, on doit avoir un comportement digne. Voilà, on doit avoir un comportement digne, ou quoi que ce soit, même nous les élus, dès qu'on est élu de la République, on doit avoir un comportement digne quand même, parce que les gens nous regardent. Donc c'est voilà, même le dimanche, on est élu, même la nuit on est élu, donc on doit avoir un comportement. On peut pas faire ce qu'on veut. C'est moi la République, c'est moi la République. Voilà. Donc on peut pas faire ce qu'on veut, on doit aussi montrer l'exemple. Et malheureusement, aujourd'hui dans notre société, effectivement, il y a des dérapages, il faut le dire. De part et d'autre. Moi j'ai vécu des choses au Mali. J'ai vécu dernièrement, j'y étais. J'ai vécu une scène inimaginable dans un restaurant où je voyais des gens en treillis, mettre de la musique à table dans un restaurant, on discutait, etc. Et je leur ai posé la question, est-ce que en France, ils se seront permis de faire ça, quoi. Et est-ce quelle a été la réponse? La réponse, c'est vrai que ça les a un peu mis mal à l'aise. Mais je pense qu'il faut aussi nous réagir. Il faut cadrer et montrer qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Quand on voit des choses inacceptables, il faut le dire. Il faut accompagner les gens. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de laxisme? C'est ce que je veux dire. Est-ce qu'ils ne sont pas mis là-bas? Les personnes qui dirigent ces groupes qui sont là-bas, est-ce qu'il n'y a pas un laxisme, un laisser-aller? Est-ce qu'ils ne devraient pas avoir un recadrage comme tu dis? Donc vous parlez des troupes françaises, c'est ça? Exactement. Qui sont sur place. Le comportement. Mais moi, je me rappelle que quand j'ai découvert le Mali pour la première fois, je suis partie dans le cadre de Badenia, qui était une association que nos parents avaient créée avec des médecins, avec des... Mon père en faisait partie. Voilà, donc nos parents, ils avaient pas mal de parents qui en faisaient partie. Et moi, je me rappelle
rappelle la première fois avant que je parte au Mali, on m'avait préparé psychologiquement. C'est-à-dire que moi-même, qui est de famille malienne, on m'a dit quand tu vas là-bas, il faut faire attention à la culture sur place. Quand tu vas au marché, par exemple, même si on a le droit de mettre des jupes et des shirts, mais bon, mets pas des choses trop courtes quand tu vas au marché la journée, etc. Parce que voilà, c'est des codes qu'on doit respecter quand on va dans un pays qui n'est pas le nôtre. Je suis désolée, on doit s'adapter. Et quand on est en France, on impose aux gens de s'adapter dans notre société, et je pense que c'est la même chose partout. On n'est pas là en termes de colons arriver et de dire moi je suis une femme libre, et donc moi je suis une femme libre, hein, oui, je me mets en jupe, je me mets en shirt, mais je vais pas me mettre un shirt à ras des fesses pour aller au marché à Bamako, tu vois. Bon, je respecte les gens, mais après je m'habille comme je veux à des moments au Mali, mais parce qu'en fait c'est une question de respecter l'autre, les uns et les autres. Et quand les Maliens par exemple viennent ici, etc., des fois oui on les juge en disant oui mais là on n'est pas en Afrique, il faut pas vous habiller traditionnellement ou pas mettre le foulard, etc. Ils s'adaptent. On a des femmes qui s'adaptent. Ça veut pas dire qu'elles rejettent leur coutume, mais non, mais voilà, c'est la même chose quand on va en Afrique. Moi je pense que ça doit être pareil dans les deux sens et pas dans un sens. D'accord. Et tu vas en Afrique, tu as plusieurs associations. Là c'était le 8 mars, c'était la journée de la femme. Est-ce que tu parais, donc tu as des associations par rapport à l'excision, tout ce qui s'ensuit? Alors moi, un peu de ça, sur la journée des droits des femmes, moi effectivement je soutiens pas mal de causes, à la fois sur les questions d'excision parce que ça me touche énormément. Oui, voilà, j'ai un parcours victime de l'excision, etc. Pour les personnes qui nous écoutent, l'excision qui est l'ablation du clitoris. Donc il y a plusieurs stades. Moi je vais vous dire mon histoire. Souvent on dit l'excision c'est en Afrique, mais moi ça s'est passé en France. Donc voilà, je peux vous dire que c'est pas uniquement le travail ne doit pas se faire que en Afrique, mais doit se faire partout dans notre société. Et donc moi je milite beaucoup sur en ce moment depuis pas mal de temps sur tout ce qui est réparation génitale, parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de professeurs qui ont maintenant compris pour les femmes excisées, si elles veulent se reconstruire, c'est aussi c'est aussi les réparer. Et aujourd'hui je trouve ça formidable parce qu'en fait les femmes se retrouvent de la partie qu'on leur a enlevée, se réapproprient leur corps, et je trouve que voilà, moi j'accompagne beaucoup de femmes. Vous savez, quand une femme excisée sort de la réparation, souvent la famille n'est pas au courant, même son entourage. Donc c'est un peu tabou. C'est encore tabou, et il faut en fait pendant un mois l'accompagner, faire ses courses parce qu'elle peut pas marcher, elle peut pas avoir une vie normale, donc il faut bien les accueillir. Exactement. Donc moi j'ai eu l'expérience d'accueillir et d'accompagner. C'est vraiment une très belle initiative. C'est quelque chose qui me touche énormément parce que ça s'accompagne à réparation, ça s'accompagne psychologiquement, mais ça s'accompagne pendant un mois après l'intervention, et ça malheureusement beaucoup de femmes ne peuvent pas le faire parce que quand on sort de la réparation, il faut pendant 3 semaines on peut pas marcher, on doit porter que des jupes. Donc c'est difficile de le cacher à la famille. Voilà, c'est difficile, donc il faut trouver des femmes, des structures solidaires ou des habitations solidaires, ce qu'on appelle. Bien souvent ces femmes ont des enfants. Il faut s'en occuper. Donc c'est un travail de réseau. Et comme c'est caché la plupart du temps, pendant un mois, assumé, mais des fois c'est un peu caché. Des fois il y en a certaines qui disent qu'elles partent en vacances. Ouais, exactement. Donc voilà. C'était ça ton voyage à 3 semaines, comment? Donc voilà, c'est important de les accompagner, de les soutenir, et voilà, moi à l'écoute, et je pense que c'est notre devoir aussi de pouvoir accompagner en tant que femme, pour celles qui peuvent. Pour l'instant, tu as eu des retours, tu as des femmes qui reviennent vers toi en te disant vraiment. Ça y est, maintenant ça marche de compète. Oui, j'ai des retours en disant avant et après c'était pas pareil. Un peu la sexualité, c'est un peu tabou, c'est pour ça que je te demande. Oui, non, mais moi je suis à l'aise avec ça. Moi j'ai des retours avec des femmes où elles revivent quoi. Elles revivent. Il y a une grande différence. Vous savez, quand on enlève quelque chose d'une femme, voilà, de façon assez barbare, assez. Très barbare. Puis c'est
c'est une souffrance qui reste à vie dans la tête d'une femme, parce que la douleur elle est inexplicable. C'est un choc un choc et c'est un trauma à vie. Et je pense que effectivement elles revivent, puis même au niveau de leur féminité, elles sont plus épanouies, puis moi elles sont plus libres et plus émancipées, et puis elles se sentent mieux psychologiquement. Je trouve que là déjà c'est bien, parce qu'on peut être ça marque l'adolescence, ça marque quand on devient femme, quand on a des enfants, quand on est excisé, et elles se retrouvent. Et je peux vous dire que c'est totalement d'autres femmes qu'on découvre après la réparation. Oui, j'en connais pas mal, c'est vrai ce que tu dis, c'est autre chose. Elles s'engagent après, et puis elles ont des parcours, des carrières, soit professionnelles qui évoluent d'un coup. Souvent elles aident souvent les autres après. Elles sont vraiment formidables. Donc là, je te disais, c'était la journée du 8 mars. Il y a beaucoup de femmes où il y a eu d'énormes manifestations. Alors, est-ce que tu as été manifestée? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi, j'ai pas pu manifester depuis quelques temps pour des raisons de santé. Je suis interdite aux manifestations parce que pour des raisons de santé. C'est à cause du coronavirus? Non, c'est pas. J'ai une maladie orpheline, donc je fais attention. Je suis pas trop. T'as vu, j'ai mis le masque pour me protéger. C'est pour ça en plus, on m'a dit il faut faire attention parce que je suis une personne fragile. Avec quand même, je dis, j'ai un handicap à 45%. Je suis reconnue par la MDPH, mais ça m'empêche pas d'être une femme battante. Et moi, je suis contente aussi que même avec un handicap, on peut s'engager. Et la médecine aujourd'hui fait des miracles pour plein de choses, et je pense que c'est important d'être dans la rue, c'est important de manifester, c'est important d'être dans ces moments-là collectivement, être présent, et moi j'encourage toutes les femmes qui militent Oui, il y en a beaucoup qui ont milité, et c'était super en plus, donc je suis dans les réseaux, dans la presse. Des violences, de tout ce qui s'était passé pendant les remises d'Oscar, tout ce qui en a suivi. Il y a eu des danses. C'était vraiment une expression particulière où on sentait que tout le monde était touché. D'ailleurs, je t'ai vu. Oui, elle a fini toute mouillée. Là. Voilà. Donc, on a eu bravo. Mais on est resté jusqu'au bout. Cette manifestation, elle regroupait des gens divers. Il y avait des hommes, il y avait énormément d'hommes. Alors que c'est vrai. C'est vrai que moi je trouve que le combat sur les droits des femmes, c'est pas une histoire que de femmes. Moi de plus en plus je vois des hommes impliqués, et derrière même dans certains, ce serait bien que dans les délégations, dans les villes, je le dis comme c'est la campagne des élections, c'est les municipales bientôt, que les élus ne soient pas que des femmes, ça serait bien quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi je pense que ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à expérimenter, et comme la petite enfance, il ne faut pas mettre que des femmes dans ces secteurs-là, la diversité, et si on va aller vraiment jusqu'au bout de l'égalité, c'est la parité, il faut partager un peu, sur ces secteurs-là. Elle a du boulot. Elle a du boulot, mais en même temps, c'est ce que je trouve intéressant dans ce qu'elle fait, c'est qu'elle incite aussi d'autres villes. Exactement. On passe cette délégation droits des femmes dans leur collectivité ou égalité, de s'en saisir, parce qu'il y a encore malheureusement des villes qui n'ont pas cette délégation ou ces politiques publiques, et Fontenay par exemple, Assia reçoit des femmes d'ailleurs au quotidien. On peut pas les mettre à la porte en disant vous n'êtes pas de Fontenay, parce qu'on n'est pas comme ça. On nous avait promis que ça changerait, parce que moi j'y étais l'année dernière, le 8 mars de l'année dernière, j'ai fait les débats politiques aussi, et il n'y a pas eu un grand changement, donc un peu déçu. On croise les doigts, on espère que le milliard et tout ce qui s'ensuit va avancer, va faire les choses. Mais à Fontenay-sous-Bois, on a créé un centre d'accueil pour 140 000 €, je pense, pour les femmes victimes de violences. Des hébergements d'accueil. Je tenais à mettre ça à l'honneur, parce que c'est pas partout que ça se passe. Tout à fait. Et je trouve que c'est vraiment une volonté qu'on a à Fontenay, et puis dans le Val-de-Marne, parce que je suis aussi conseillère départementale dans le 94, en charge des questions de la démocratie participative. Et c'est vrai que le Val-de-Marne est exemplaire avec Fontenay, avec d'autres villes, où on a vraiment ces politiques publiques d'accompagner, d'avoir des appartements relais.
le département du Val-de-Marne finance les villes qui sont volontaires. Et je pense que c'est à saluer comme Fontenay ou comme d'autres dans le 94. Et ça, c'est primordial aujourd'hui. Si on n'a pas de politique publique qui accompagne dans nos villes, dans nos collectivités, ces questions-là, je peux vous dire que ça risque on risque d'avoir encore une augmentation de femmes, malheureusement, qu'on verra dans la presse, qui sont mortes ou qui n'ont pas été sauvées. Il y a eu les Grenelles, mais qui n'ont pas été sauvées à temps. Depuis les Grenelles, moi j'avais assisté aussi à Saint-Mandé, à l'hôpital Bégin, aux Grenelles des violences conjugales. J'étais avec Assia d'ailleurs. Et du coup, il y a eu, on est en 2020, depuis le début de 2020, il y a 17 féminicides. Oui. C'est pour ça que je suis de la politique, hein. Oui. Et je suis une femme de terrain, avec l'expérience, et je peux vous dire que effectivement il y a les politiques qui font de la com et ceux qui agissent. Et je pense qu'aujourd'hui, la population voit la différence. Si vraiment, pour l'instant, nous, dans l'organisation politique dans laquelle je suis une femme de gauche, on n'a jamais été encore au gouvernement, parce qu'on espère un jour quand même qu'il y aura des gens comme nous qui vont aboutir avec les valeurs qu'on porte. Mais pour l'instant, ceux qui ont dirigé ce pays, effectivement... Hollande, il n'était pas de gauche. Hollande était de gauche, effectivement. Mais c'était pas avec la même optique. Voilà, les gauches sont. Parce que j'y connais pas trop, donc. Mais je peux vous dire que il était de gauche, Hollande effectivement, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. Il y a une autre gauche aussi dans cette gauche. Il y a une gauche qui est plus incisive. Voilà, donc après, mais nous on travaille avec tout le monde, que ce soit le Parti Socialiste, que ce soit les Verts, C'est ce qui manque à la politique d'aujourd'hui. Les communistes et les citoyens. L'exemple de Jean-Philippe, par exemple, mon maire à Fontenay, il n'y en a pas beaucoup comme ça. C'est un maire qui rassemble toutes les sensibilités. Exactement. Mais bien à gauche. Bien sûr, en fait. Voilà, écologistes, les citoyens, les syndicalistes, les communistes, ensemble. Nous, on essaie de travailler avec les gens qui se retrouvent dans nos valeurs. Exactement. Mais si on n'est pas dans les mêmes valeurs, comment on peut avancer dans une société s'il y en a un qui va à gauche, il y en a un qui va plus à gauche, il y en a un qui va au milieu à gauche, il y en a un qui va à peu près gauche-droite. Donc c'est pas possible. Moi je pense qu'il faut rester... C'est un peu ce qui s'est passé, il a gardé ses valeurs. D'ailleurs le 94, il était venu ici, on avait parlé du 94 qui s'était rangé contre le glyphosate. Il y a eu 2 appels, les 2 ont été rejetés. Il s'est battu jusqu'au bout. Et ça il faut le dire. Il était contre les lobbies agroalimentaires, il avait l'impression que le pouvoir en place les privilégiait, alors au détriment du cancer, qui rend quand même les gens... Et ça c'est des hommes et des femmes politiques courageux et courageuses. Hein. Moi, je pense qu'il faut avoir des gens maintenant Alors, je vais te poser la question, dans cette société qui ont de l'audace et qui ont des valeurs et des convictions. Sinon, ça ne marchera pas, cette société. Et avant la question de Coro, il est 12h38, vous êtes sur Crash Torvana et RMP Radio. Justement, en 93, en Seine-Saint-Denis, le glyphosate, comment ça a été accepté? Alors je comprends pas. Moi ma question c'était, est-ce que ça dépend du département? Est-ce que ça dépend des politiques qui dirigent certains départements? Est-ce que ça en fond finalement? Est-ce que les politiques c'est pas des êtres humains et que c'est plutôt selon leurs convictions? Je pense aussi que c'est important parce que les convictions et les valeurs, ils sont importants pour un homme politique ou une femme politique. Moi, je pense que c'est ce qui fait la base. C'est la base. Parce que c'est pas pour... Mais après, c'est une question juridique, ça. Hein. Oui. C'est au niveau des instances. Exactement. Donc ça, ça a été privilégié quand même en 93 puisque. Mais je pense que ceux qui ont réussi dans la justice, par rapport au 94, je pense que les autres vont faire appel pour montrer aussi que dans d'autres départements, ça a été retoqué et c'est pas normal. C'est pas normal que dans certains territoires comme le 93, ce que vous m'annoncez là. C'est pour ça que j'appuie dessus. Je me dis mais c'est quand même. Ouais, mais je pense que les élus, s'ils savent que dans d'autres, c'est après faire appel et puis il faut continuer la bataille. Il faut continuer la bataille. Quelque chose d'innovant parce que
il a su dire non, il s'est maintenu. Tout ce qu'il a fait aussi pour les cantines, pour les merci. C'est vrai que Jean-Philippe Gautret, sur l'équipe qu'on a, l'équipe qui a autour de lui, avec les écologistes, avec le Parti communiste, les socialistes et les autres qui sont pas forcément dans des organisations politiques comme moi, et Jean-Philippe il n'est pas dans une organisation politique, et je pense que c'est ça qui fait aussi que on se bat parce qu'on apprend des uns et des autres et on a des valeurs communes, et à Fontenay ce qui transpire c'est ce travail d'équipe. Voilà, et si on arrive à travailler en équipe avec notre diversité, nos différences, parce qu'on peut s'engager politiquement mais pas avoir forcément le même parti, ou même certains ne sont pas dans des partis, des syndicalistes, des artistes, etc. Ça n'empêche pas le débat. Ça n'empêche pas le débat. Et nous, on est dans ce chemin-là. Et c'est pour ça que ça fonctionne à Fontenay. Ça marche parce qu'on est dans le débat, dans le respect. Et dans la communication, justement, on va aborder le coronavirus. Je parle de communication. Alors, un masque. Il y a les interdits, tout ce qui s'ensuit. Maintenant, on a vu qu'il y avait une manifestation pour les droits de la femme le 8 mars et que maintenant ça serait interdit. On n'a pas le droit de se regrouper à plus de 1000 personnes. Donc, j'ai compris ça 1000, non non, 1000. Ça a baissé. 1000. Donc les concerts, alors enjeu politique énorme, les concerts annulés, les sports, tout ce qui s'ensuit, tous les regroupements. Quel enjeu économique pour la France? Est-ce que c'est pas inquiétant? Moi c'est inquiétant parce que je sais que je suis dans le milieu du spectacle et de la mode, etc. Donc c'est très très compliqué parce que je pense qu'on n'a pas anticipé, et je pense que moi j'ai des collègues, d'ailleurs même des concerts, des artistes avec lesquels on devait travailler, ils peuvent pas se produire. D'ailleurs Mac Pokora devait il en a bavé, c'est pas facile parce que dans le milieu de l'événementiel et du spectacle, il y a tout corps de métier, et donc il y a des petits derrière, voilà, et on met techniciens, tout ça, la lumière, les habits, les stylistes, les voilà, tout le staff, et je peux vous dire c'est des millions d'euros. Donc quand on réserve une salle et on mobilise un public, je peux vous dire qu'effectivement moi ça m'inquiète parce que je me dis comment ils vont se retrouver économiquement, parce que le milieu du spectacle déjà on sait que c'est compliqué, c'est galère, et donc je pense que le gouvernement, l'État effectivement doit prendre ses responsabilités, et à faire attention en tout cas à nos petites PME, les PME surtout culturelles, au niveau de la culture. Voilà, moi je pense qu'on doit anticiper, on doit. Est-ce qu'il va y avoir des conférences dessus? Est-ce que vous avez déjà abordé le sujet? Alors nous à Fontenay, effectivement on est au taquet sur le virus, on prend les dispositions, parce que chaque maire, chaque ville va prendre les dispositions. Donc on suit régulièrement jour par jour. C'est pareil pour le coronavirus. Au début, ça a été anxiogène, on a effrayé tout le monde, c'était gravissime. Maintenant, on est en train de nous rassurer en nous disant que plus de 80%, pour plus de 80% de personnes, c'est bénin en fait. Ouais. On joue sur deux filons. Alors du coup, les gens ne savent plus très bien où se situer. On nous dit qu'il suffit de nous laver les mains, de nous désinfecter, qu'il ne faut pas aller tous à l'hôpital, qu'il faut essayer de dédramatiser, qu'on meurt plus de la grippe par exemple que du coronavirus. Donc on est en train maintenant de faire diminuer cette crainte. Par contre, on a l'impression qu'on joue sur deux tableaux. Moi, je parle pour la population, toujours. On nous dit en même temps, oui, les écoles en Corse, dans certaines écoles dans le 93 ont fermé, en Corse, dans le Haut-Reims, donc pendant 15 jours jusqu'au 22 mars. Alors, c'est à n'y rien comprendre. Est-ce que c'est un discours pour apaiser la population? Mais s'il n'y avait vraiment pas de crainte, pourquoi fermer les écoles jusqu'au 22 mars? Explique-nous un peu tout ça. Moi, je pense que c'est quand même sérieux cette histoire, parce que moi, pour les personnes fragiles. Ouais, grave. Et du coup, en mettant la parenthèse, j'ai entendu ça et j'ai entendu qu'ils disaient que c'est bête qu'ils ferment les écoles parce que du coup, les parents, vu qu'ils vont travailler, ils les passent aux grands-parents et du coup, les personnes vulnérables, elles sont en contact de ça et à cause du fait que les écoles soient fermées. Enfin, c'était ma parenthèse. Du coup, j'ai trouvé ça un peu bête. C'est un peu une balle dans le pied, quoi. Ouais, c'est vrai que, moi, je pense que c'est quand même sérieux cette histoire. Il faut faire attention.
effectivement, moi, j'ai vu aussi dans la presse que les parents pouvaient demander un arrêt de maladie au cas où s'ils étaient en confinement. Ils vont pas travailler normalement quand l'enfant. Donc je pense qu'ils ont pris les dispositions. Mais je pense que c'est sérieux à la mesure où quand on a une santé fragile, déjà une grippe ça peut tuer. Mais c'est ça. Voilà, quand on est fragile. Et donc je pense qu'il faut faire attention, il faut respecter les règles sanitaires. Il faut pas le prendre à la légère. Pour l'instant, je pense qu'on est on va arriver au stade 3 où c'est voilà, on est déjà au stade. C'est un peu ce qu'on est déjà au stade 3. Mais en même temps, on nous ferme les écoles, les établissements scolaires. Mais d'un côté, si on voit que le virus se propage, il faut prendre les précautions. Parce que quand on prend pas ces précautions-là, effectivement, on risque d'avoir une situation ingérable. Donc, mieux vaut préparer. Il y a deux discours. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut prendre des précautions. On nous dit en même temps, si on est atteint, finalement, c'est pas si grave. On nous dit en même temps, il faut quand même éviter d'être atteint pour pas que ça se répande. C'est un peu complexe dans la tête des gens. Pour la tête des gens, c'est compliqué. Est-ce que tu penses que c'est une bonne communication? Non, mais en fait, pour les personnes fragiles avec des incapacités, ça, il faut effectivement, il faut le dire que c'est des personnes vulnérables et qui peuvent mettre leur vie en danger. Et ça, moi, je suis très attentive parce que c'est vrai qu'avec des personnes qui sont en incapacité respiratoire, etc., ça peut compliquer. Pour les gens en bonne santé aussi, c'est pas facile quand on a la grippe, même si on est en bonne santé, on douille quand même pendant 5-6 jours. Et ça, je pense que on doit avoir cette conscience en disant c'est un virus. Mais par exemple, pour une bonne grippe, on n'a jamais fermé les écoles. Pour une bonne grippe, on n'a pas fermé les écoles, mais par contre, c'est pas c'est pas les mêmes symptômes. Le virus là, il fait plus de mal, on va dire, il fatigue plus physiquement qu'une grippe classique. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de décès en Asie et dans d'autres pays. Et en Italie. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est un virus, c'est une grippe, mais une grippe assez dense, quoi. Est-ce que tu penses que le gouvernement finalement il se base sur l'Italie, il se dit en Italie ça a dégénéré, d'ailleurs même apparemment ils seraient même en train de faire du tri entre les malades, c'est-à-dire on soigne d'abord celle-ci avant celle-ci parce que celle-ci est plus âgée, c'est quand même gravissime. Est-ce que tu penses que c'est ça qui a effrayé le gouvernement et que du coup il prend ses précautions ça serait pour ça qu'ils interdiraient justement les regroupements? Oui, mais moi je pense que c'est parce que là on est sur la prévention en amont et c'est important et je pense que c'est ça aussi la France. Et ça je pense qu'on est bien organisé ici. Ça crache, donc je pense que ayant travaillé dans le milieu hospitalier à Mont-d'Or par exemple pendant des années, je peux vous dire que quand il y a eu des cas d'épidémie, on a fait face. Et je pense qu'on a encore un service public de santé de qualité encore dans notre pays auquel on peut faire confiance. Mais il faut être très attentif, il faut respecter les règles d'hygiène. Moi je le vois dans les transports, je le vois, il faut se laver les mains, on le fait d'habitude mais encore plus régulièrement, de faire attention de mettre un masque quand on est en tant que je trouve que c'est un très bon exemple. De pas partager ces microbes. C'est vrai que c'est pas encore dans la conscience. C'est pas dans la conscience. C'est pas encore les gens. D'avoir ça dans le métro, tu passes pour le malade. C'est ça. T'attires les regards, on n'a pas l'habitude. Et qu'on apprenne de ce virus-là pour prendre des habitudes pour notre futur. Se laver les mains plus souvent, avoir des masques, que ça reste dans une. Parce que c'est qu'en période de grippe, dans les métros, parce que là on parle de choses, pas droit à 5000 personnes, on prend le métro le matin, ils disent 1 mètre de sécurité, on y est très très loin du mètre de sécurité, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, c'est vrai que ça, il faut que ça rentre dans les consciences que oui, aujourd'hui, une des choses qui peut faire le plus de mal à l'homme, c'est le bactériologique, c'est toutes ces choses-là, donc prenons nos précautions pour pas... Mais c'est en France que c'est pas culturel, mais quand on va au Japon ou dans des pays asiatiques, ça fait des années, ça fait partie de leur culture carrément, quoi. Ils sont dans la prévention de pas partager, puis ils ont une culture très particulière au Japon sur les questions d'hygiène, donc je trouve que nous on a beaucoup à apprendre totalement des autres. Est-ce que tu penses du coup qu'on n'en fait pas trop finalement? Non, moi pour des questions de santé, je trouve qu'on n'en fait jamais trop. D'accord. Et maintenant, je vais te parler du 49.3. Je ne pouvais pas ne pas t'en parler. 49.3 à midi 49, c'est beau. On est synchro. Pour le coup, c'est beau. C'est bon ça. J'ai du coro. Ouais. Vas-y. Alors le 49.3. Ah oui, non mais.
parle-nous du 49.3. 49.3. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, moi, je trouve que la méthode, la manière de faire dans notre pays, c'est pas la bonne. Je sais pas qui est-ce qui conseille Macron. Crash. Je le dis. On l'a reçu ici, c'est Fontaine. C'est Fontaine. Il conseille médiatiquement. Parce que moi, je sais pas, mais je me dis d'avoir le mépris. Pourquoi je dis ça de façon brute? Mais je me dis, les gilets jaunes, on les a pas écoutés. On a dit on s'en fout en gros parce que ils pouvaient aller dans la rue pendant un mois, enfin pendant un an. Ouais, c'est vrai. Ce que tu dis. On les a pas écoutés, même je trouve qu'on les a méprisés. Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'accord, c'est pas une organisation classique, etc. Bon, voilà, on peut tout dire, mais on les a méprisés. Alors après, maintenant sur la loi, la réforme des retraites, c'est la même chose pour moi. Je compare la même chose de mépriser sa population qui n'a pas lâché et qui ne lâchera pas, je pense. Ils sont déterminés. Parce malgré l'interdiction. Malgré 49.3. Ça tombe bien. Mais je trouve que de pas être dans l'écoute, de mépriser, de regarder les gens de haut. On l'appelle le Napoléon. Voilà, donc je trouve que c'est pas très très correct vis-à-vis de la population. Et en plus, on me dit oui, mais c'est la démocratie, on a voté. Justement, parlons de quelle démocratie? Alors pour toi. Après, moi, personnellement, oui, il faut respecter la démocratie, mais il faut pas oublier que c'était un choix par défaut quand même. Macron dit que Raffarin l'avait déjà fait, que Balladur l'avait déjà fait. Voilà. Moi, je trouve que franchement, on est arrivé à ce stade sur quand même un pan crucial de notre société, parce que c'est quand même ça a été un combat par des anciens, c'est la retraite, de le balayer comme ça avec un 49.3, je me dis c'est dur. C'est violent. C'est violent, et on est dans cette société brute, violence, plus de dialogue, interdit. On impose. J'entends bien qu'il y a eu des débats à l'Assemblée très difficiles, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que le dialogue? On en parlait tout à l'heure, la communication. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'échanger? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, même quand on est dans l'opposition, qu'est-ce qu'il y a de plus beau de défendre notre belle démocratie en France? Et non, mais aujourd'hui le concept c'est vous n'êtes pas d'accord, et on vous sort le 49.3, et je trouve ça injuste. Est-ce que tu penses que les gens maintenant on n'a plus le droit de manifester, alors comment tu penses que les gens vont pouvoir réagir? Parce que moi j'ai entendu beaucoup de gens qui disent qu'il va y avoir des manifestations, donc les gens vont se mettre hors la loi. Mais de toute façon on est à force d'aller dans ce sens-là, moi je le dis, j'espère que ils vont m'entendre à qui de droit. À force d'aller dans ce chemin-là, on va créer une guerre civile si on continue. J'en parlais la dernière fois. Qui sème le vent récolte la tempête. Voilà, c'est ça, parce que il y a un moment, les gens ils vont être tellement désespérés qu'on les écoute plus. Qu'est-ce qui va se passer? J'en parlais avec John Doe la dernière fois. C'est même plus les gilets jaunes qu'on va avoir. Ça sera autre chose. Exactement. Est-ce qu'on veut ça dans notre pays? Est-ce que c'est ça la finalité, parce qu'on est au pouvoir et qu'on a le bouton sur la machine parce qu'on on a la majorité absolue? Est-ce qu'on doit se comporter comme ça avec son propre peuple? Moi, c'est ça la vraie question. Et je trouve ça scandaleux en 2020. D'avoir ces méthodes. On l'a vu pour la loi du travail. Et surtout que les gens ne lâcheront pas. Alors, on parlait tout à l'heure, je vais revenir dessus parce que justement ça tombe bien. Moi, j'ai assisté à la manifestation des droits de la femme le 8 mars, oui. Et il y avait des femmes de 70 ans et tout le monde était mélangé, et ils parlaient du 49.3. C'était même pas que c'était une manifestation sur tout. Et moi j'ai entendu des personnes âgées de 70 ans, je dis, qui disaient je ne lâcherai pas, et je ne lâcherai pas pour ma fille, pour ma petite fille. Ça veut dire que les femmes se révoltent par rapport au 49.3, par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport aux retraites, et qu'elles n'ont pas du tout l'intention, on le voit bien partout, ça se soulève d'un peu partout, oui. mais le 49.3 c'est vraiment le summum pour elles, et on l'entendait dans les manifestations, et on entendait de tout, c'est vraiment tout, les classes sociales se sont mélangées, c'était vraiment puissant. Oui, parce que c'est très fort, là, je pense que D'ailleurs, j'ai même pris une tracte
tellement ça m'a choqué. Tout ce qu'il faudra féministe et anticapitalisme. Enfin, il y avait de tout. C'était mélangé. Personne n'en veut de cette réforme. Oui, et surtout, je pense que si tu as entendu ça à la manifestation, c'est pas pour rien. Hein. Parce que les femmes sont les plus oubliées de la réforme. Et celles qui vont le plus trimer dans cette réforme, en passant surtout par le 49.3, s'ils n'ont pas eu femme de ménage, le dialogue, etc. Après, on me dit oui, mais on essaie de plafonner le salaire minimum à 1 000 euros. Non, à 1 200. Voilà. Mais ça veut dire quoi, ça, derrière? Qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce qu'on met sur une femme seule? Qu'est-ce qu'on met derrière sur une femme seule, veuve? Qu'est-ce qu'on met derrière déjà sur le droit des femmes, quoi. Sur une femme avec 3 enfants, seule, ou une femme à un certain âge, on va dire 50 ans, à la retraite, et puis qui n'a plus plus d'enfants, qui a une mini retraite. Aujourd'hui, comment elle va se retrouver, cette femme-là? Mais c'est ce que je te dis, dans la manifestation, il y avait des femmes âgées, mais des femmes âgées, et celle de 70 ans, je me suis dit, mais attends, elle doit être à la retraite. J'écoutais, tu vois, mais non, moi je suis là pour ma fille, pour ma petite fille. Et en même temps, je trouve que c'est bien parce que nous, notre génération, je me pose la question, est-ce qu'on aura la retraite? Est-ce que nos enfants auront la retraite? À vrai dire, j'y pense pas. Parce que nous, on cotise. Nous, notre génération, on cotise. On cotise pour d'autres. Effectivement, moi, je trouve ce combat magnifique parce qu'il y a des femmes et des hommes qui se battent pour les générations futures. Mais je t'ai dit, tout le monde s'est regroupé. J'en avais parlé à Fontaine ici. J'avais dit, mais c'était l'une de mes questions et je le redis souvent. Et j'avais prévu tout ça. Je m'étais dit, mais tout le monde est en train de se mélanger. Les gilets jaunes, les féministes. On n'avait jamais vu ça. Les féministes, toutes les classes sociales. Mais aujourd'hui, plus les femmes âgées. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans cette société, c'est qu'il y a un rejet de cette politique de mépris, cette politique d'injustice, cette politique, on voit dans les manifestations des femmes qu'on tire dans les escaliers, vous vous rendez compte, des personnes âgées qu'on tire. Alors on en parlait, ça, et ça, c'est plus possible, cette violence. Et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un carrefour de notre société où les gens disent stop à cette politique, et ils disent stop à Macron, à son gouvernement, stop. Justement, on parle encore de la manifestation, elle a dégénéré dans la soirée. Pourquoi? Alors il y a des femmes qui se sont fait matraquer, tirer, violenter, mais d'une force inouïe, tirer dans des escaliers. Pourquoi? Parce qu'apparemment, parce que Marlène Schiappa a réagi à ça, il y avait un circuit et elles auraient circulé pour la manifestation hors du circuit. Est-ce que c'est une raison? Mais est-ce que ça valait? Est-ce que ça, humainement, est-ce que ça valait? De montrer ça au monde entier, c'est une honte pour la France. La France qui défend les droits de l'homme, vous vous rendez compte? Qui défend les femmes. Parce qu'au plus haut niveau, avec le G5... Ça, c'était jadis. Liberté, égalité. Non, mais je dis ça ironiquement. Mais c'est qu'on est en incohérence par rapport à tout ce qui se passe. Et puis même par rapport aux autres pays du monde. Mais même, il faut voir comment ça a été relayé dans les autres chaînes. Bien sûr. Ces gestes-là, on comprend plus. Il y a une fracture. Même à l'étranger, ils ne comprennent plus ce que représente la France. Et la France, et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller à l'étranger et voir comment on est perçu. Parce que quand on voit les médias, comment... J'avais dit ça, moi, quand j'étais partie aux États-Unis. Moi, aux États-Unis, puis il y a aussi... moi, je le vois dans d'autres pays où j'ai eu l'occasion de voir la presse. On est tagués comme des donneurs de leçons. Qui maintenant marchons sous la dictature. Voilà, c'est ça. Et en même temps, moi je vois des fois au Mali ou dans d'autres pays, ils nous disent mais réglez d'abord vos problèmes là-bas, au lieu de venir nous donner des leçons ici. Ils ont raison. Vu comment nous, dans notre société, ici en France, au plus haut niveau, on méprise les femmes et on méprise la démocratie, qu'est-ce qu'on peut aller raconter dans un pays qui est en guerre, par exemple? Et surtout, moi, ce que je voulais dire, c'est que toute la journée, ces mêmes femmes avaient chanté, avaient dit des trucs anti-patriarcat, ils étaient là, ils avaient cadré ils ont entendu toute la journée ce genre de choses. Donc, le soir, quand ça s'est arrivé, je pense qu'ils n'ont pas été de main morte, quoi. Il y avait aussi cette espèce de... C'est un peu... le combat d'Asia, c'est la parité. Il y avait tu voyais des femmes, pour eux, c'est des féministes. Donc, c'était renvoyé à la hargne de cette manière-là. Dès qu'ils ont pu, ils ont foncé dans le tas. Et ça a été vraiment violent. Et ça, je tiens à le préciser.
Oui, mais c'est pour ça que de plus en plus les manifestations aujourd'hui, où c'est de plus en plus on essaie d'éviter que les gens se mobilisent par rapport à cette violence policière. C'est incompréhensible. On le voit même des choses qui n'ont pas été encore illustrées. Voilà, Bien sûr, avec Adama, on attend toujours Adama Traoré et d'autres, Zineb, etc. Voilà, Zineb et Zina. Oui. Donc il y a plein de choses. Et je pense qu'on a une société aujourd'hui où c'est pas normal. C'est pas normal ce qui se passe. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ils se réveillent. Hein. Ils craquent un petit peu. Je suis pas d'accord. Balkany, il a pris une peine, voilà. Pas assez. De toute façon, je trouve que voilà. Pour certains. Heureusement que il y a la justice pour d'autres et que j'espère que ça va continuer aussi pour d'autres affaires qui sont pas encore qui n'ont pas été réglées. Alors je voulais parler de Macron. Macron a inauguré le café Joyeux des Champs-Élysées. C'est un café qui embauche que des personnes qui atteignent un handicap mental. Donc, lors de cette occasion, il en a profité pour dire, je cite, une société, écoutez bien, une société, elle réussit ensemble ou pas. On est tous attachés les uns aux autres. Si on laisse une partie de la société au bord du chemin, ça ne marche pas. Alors, ma question, Monsieur Macron, a-t-il enfin réalisé que l'opinion des gens, du peuple, était importante ? Si c'est vraiment important pour lui qu'il enlève le 49.3, hein. Voilà, c'est comme ça, c'est réglé. Et voilà, c'est ça son problème avec lui, c'est que il y a aucune cohérence. Ah ouais. C'est en fonction du moment, en fonction de la période. Tu penses que c'est en fonction du moment ? Tu penses que c'était pour l'ouverture de l'établissement ? Non, mais c'est bien, mais qu'il écoute les gens, quoi. Voilà. D'ailleurs, ça, il faut en faire partout. Hein. C'est pas que maintenant qu'il fallait le faire, quoi. Donc. C'est pour ça que j'en parle, parce que quand j'ai pris ces citations, je me suis dit, mais quand même, c'est tout ce que qu'il écoute le peuple. C'est tout ce que les Gilets jaunes demandaient depuis. Ce qu'il a sorti, c'est exactement les attentes des Gilets jaunes. Qui continue à écouter le peuple et de mettre en application les revendications de la rue. Je pense que ça lui fera un grand bien pour apaiser les esprits des uns et des autres, surtout en ce moment. Ouais. Et je pense qu'on a besoin d'avoir un président à l'écoute. Moi, Il y a des problèmes même au niveau artistique. Hein. Il y a Florence Foresti qui s'est fait lyncher parce qu'elle n'a pas assisté jusqu'au bout au César. Elle aurait pris, alors pour certains, il y en a qui disent 130 000, mais elle dément, elle dit qu'elle a été payée gracieusement, effectivement. 18 000 euros et que c'est son travail et que elle fait d'autres choses à côté pour les femmes et que ça ne regarde personne. Mais elle a été vraiment payée 130 000 pour le coup. Ah d'accord. C'est ce qu'elle a dit. Pour la prestation entière. Elle a démenti et en même temps elle dit qu'elle défend certaines causes. Donc il y a Anne Roumanoff. Donc les artistes se mobilisent. En fait, une société quand elle va mal, on voit beaucoup les artistes se lever. Oui, à partir du moment où on constate que les artistes se lèvent, que ça soit Salif Keita, Florence Foresti, parce que c'est même pas, tu vois, la ligne rouge. C'est que la ligne rouge est franchie et qu'il faut commencer à se dire où ça va mal. Donc elle a été décortiquée de part et d'autre. Donc Anne Roumanoff est venue à son chevet. Pareil, Aïssa Maïga, qui a dit ce qu'elle pensait. Donc, alors, Florence Foresti, on la traite d'hypocrite, parce qu'elle aurait pris 130. Allez, je vais rester sur 130 000 euros. Elle aurait pris 130 000 euros et donc elle n'aurait pas été jusqu'au bout. Parce que pour elle n'est pas restée jusqu'au bout parce que sa conviction, elle fait son travail, mais ce n'est pas d'être là. Et en fait, c'était sa manière pour elle d'interagir en disant, mais en abîmant un peu la soirée, en dévalorisant, c'était sa manière à elle en tant que féministe de dire voilà, je suis pas pour. Après, chacun son choix. On pourrait voir ça comme ça. Aïssa Maïga, c'est pareil. Elle a donné son point de vue. Elle a donné son point de vue en disant qu'il n'y avait pas assez de diversité. Parce que toi, je parle de ça parce que tu es dans la diversité aussi. Donc, elle ne s'en est pas cachée au haut rang des gens de haut lieu. Ça n'a pas plu. Et à elle, on lui a reproché de ne pas être hypocrite. Donc. Oui, mais parce qu'on est dans une société qui est pas cohérente. Je vois les listes. Quand il y a un seul noir sur une affiche, ça te dérange pas que ce soit communautaire ? D'accord. Est-ce que c'est l'image de la France, hein, franchement, hein, quand je vois dans certaines listes, ou dans certains rassemblements, quand il y a que je le dis comme ça, hein, des hommes 50 ans, cheveux grisonnants, là c'est pas du communautarisme, ça ? Apparemment non.
une forme de voilà. Donc ça dépend à quel moment on utilise le communautarisme, parce que quand il y a trop de noirs ou trop d'arabes, trop regroupés, on va dire c'est du communautarisme, mais quand il y a trop de blancs et juste un noir sur une réunion, là ça pose pas de problème, quoi. Donc moi ça, il faut qu'on avance et le sur ces questions. Avec les réseaux, c'est-à-dire que dès que tu fais un truc qui est pas dans la norme ou tu n'es pas d'accord avec, t'es tout de suite de partout, hein, de partout. Lynché, ouais. Parce que Aïssa Maïga, elle a été lynchée. On a même ressorti que son père était un ami intime de Thomas Sankara. Tu sais qu'il a été assassiné. On ne sait toujours pas pourquoi. Il a été empoisonné, mais on ne sait pas par qui. Il disait la bonne parole aussi. Ça dérangeait les gens. Thomas Sankara, c'était quelqu'un qui était contre le panafricanisme, on peut le dire ouvertement, qui pensait que l'Afrique pouvait se suffire à elle-même. Il a été assassiné et c'est la fille d'un bon ami à Thomas Sankara. Et c'est revenu sur le tapis, quoi. Oui. Tout pour salir. On peut pas se dire maintenant elle a grandi en France, elle mange français, elle vit français, mais c'est pas comme on en revenait tout à l'heure, c'est pas parce que un père et une mère, c'est pas parce qu'on on est né en France qu'on n'aime pas son pays d'origine. Et on peut dire des choses. Oui, et on peut s'exprimer. Oui. Et tout est ressorti à la surface à ce moment-là, comme pour écraser la personne qui revendique son point de vue, comme si on n'avait pas le droit de s'exprimer, de dire ce qu'on ressent, comme si le fait de s'être tu pendant des années, on devait continuer à se taire. Et il y a pas mal de femmes, d'abord, qui se sont levées, qui sont parties. Et maintenant, ça a été le slogan dans la manifestation. On n'est pas d'accord, on se lève, on s'en va. On se casse. C'est comme ça. Tu vas faire pareil, Coro, s'il te plaît. Mais c'est pour ça que je pense qu'aussi, c'est important ce que tu dis, Coro, parce que le milieu culturel, les acteurs du monde de la culture, ils ont un poids énorme dans cette société quand même. Parce qu'à la fois, ils sont écoutés, surtout des grandes personnalités. Ils sont craints. Et puis on les écoute, et puis je pense que leur parole, elle rentre pas, elle sort pas comme ça quand on les écoute. Et je trouve qu'ils font leur devoir. Mais c'est vrai que quand certains artistes, parce qu'ils sont issus d'immigration, parce que dès que eux vont dire quelque chose, ça va déranger plus que quand c'est Jean-Marc blond aux cheveux grisonnants ou etc. C'est pas la même chose. Et surtout quand c'est une femme en plus, des fois qui évoque des choses, parce qu'il y a aussi ça quand c'est un homme, c'est un peu plus digeste. Hein, mais quand c'est une femme, alors surtout black, je suis désolée, ça passe pas. Là c'est bon. Qu'est-ce que tu as à dire? Et on ressort les pires horreurs. Voilà. Et on est dans cette société, je pense que il faut écouter tout le monde. Et tant qu'on est dans une société où on méprise les gens, c'est ce que renvoie depuis pas mal de temps le gouvernement. Effectivement, on brûle les pistes et on se retrouve dans ce que tu évoques. Ça va trop loin. Les attaques. Ça va trop loin. Les réseaux, ça peut être pas mal, mais ça peut être aussi vraiment néfaste. Et on a même dit que Florence Foresti était antisémite. Donc Anne Romanoff, qui l'a me dit, mais attends, ça va trop loin. Arrêtez. J'ai l'impression antisémite, non, c'est un truc, c'est la mode. Non, mais c'est grave. C'est la mode. Ça va loin. Antisémite, la négrophilie, voilà. Donc c'est. Ici dans l'émission, on a une devise. Alors je vais te dire trois. Je vais te demander ce que tu préfères parmi les trois. Alors bobo, tu es plutôt dans la catégorie bobo, bourgeoise ou banlieusarde. Tu te classes dans quelle catégorie? Une seule. Moi, je suis une banlieusarde. Je suis du 9-4. Je suis dans le 9-4 de Kéridjem. Ouais. Pas condamné à l'échec. Oui, bien de le dire. Oui. On n'est pas condamné à l'échec. Qu'est-ce que tu voudrais dire de plus? Tu voudrais rajouter quelque chose avant ta dédicace? Moi, je suis très contente en tout cas d'être dans votre plateau. C'est une belle expérience de pouvoir parler ouvertement. Et je dis à aux femmes et aux hommes, engagez-vous dans cette société, ne restez pas. Et d'ailleurs, le dimanche, le 15, le 15, j'incite en tout cas tout le monde à aller voter, parce que l'abstention, je suis désolée, on se retrouve, c'est malheureusement avec des politiques publiques comme on a en ce moment. 49.3, donc après on se plaint, mais parce qu'il faut aller voter. Et des fois on dit ça sert à rien de voter, mais choisissez en tout cas vos maires, les maires dans vos communes, c'est important parce que là vous avez le choix de vraiment choisir la personne que vous avez envie d'avoir dans votre ville qui dirige votre quotidien. Et le quotidien, je peux vous dire que c'est la proximité, c'est les mairies et les départements. Alors choisissez les bons élus qui vont améliorer votre vie et votre avenir. C'est les maires qui portent la jeunesse, les projets, tout ce qui s'ensuit. Oui. Parce que c'est les compétences, le maire c'est les compétences de proximité. Donc il faut choisir les bonnes politiques publiques qui fait que il y a de l'émancipation autour de la jeunesse, de la femme, etc. Donc moi j'incite
voilà, les citoyens et les citoyennes à aller voter le 15 massivement, surtout. Et je suppose que le meilleur parti, c'est ta liste. Alors moi, je dis à Fontenay, les Fontenaisiens, la meilleure liste, c'est Jean-Philippe Gautret, parce que je le connais, et s'il y a un problème, je peux aller le chercher chez lui, je l'ai vu grandir, je sais où il habite, et que tout le reste, là, je suis désolée, je les ai jamais vus dans ma vie. Je les vois arriver, et ça fait peur, parce que c'est vrai que Fontenay est tellement beau, tellement prisé. Les logements, alors ce qu'ils ont envie, c'est de construire. Ça devienne peut-être le 16e, mais non, c'est pas possible. Parce que c'est très vert. C'est très vert. Ça peut me permettre d'avoir un appart près de chez vous. Jean-Philippe Gautret. Ça fit. Alors, je vais faire ta dédicace. Sorona Niagaté, tu es une femme pleine de bonne volonté. Ta force, ton assiduité, ton esprit vif et combatif qui inspire et permet d'interagir avec les différentes congrégations que tu maintiens en harmonie grâce à ton génie, celui de privilégier la diversité pour concrétiser tout ce que tu rêves de voir se réaliser pour évoluer. Sokona Niagaté, femme de grande dignité. N'oubliez pas vos vaccins avant d'écouter Crash ton venin avec Koro et Tafit. Les personnalités viennent vider leur sac sur irm.radio tous les mardis à 11h. Dans Crash ton venin, IRM scanne ta grogne. IRM scanne ta vie. Alors Sokona, ça t'a fait quoi? La petite dédicace de Korotougou. J'allais pleurer un peu, j'ai beaucoup d'émotions. Bon, en tout cas, on te remercie vraiment. Merci à vous. Parce que tu as un planning hyper chargé, franchement. On était dans la préparation du Multic ce soir et à 19h, rendez-vous à Michelet. T'es au taquet. Eh ben, on pense à vous et on est fort avec Jean-Philippe et toute ton équipe, toute votre équipe. Et vous, irémistes, on vous souhaite une très bonne semaine. Très 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 bonne semaine. Et on vous dit à mardi prochain sur IRM pour Radio dans Crash ton venin. Une vie compliquée, je voulais des gros lovés, des billets colorés tout en vert.